21 janvier 1793, le roi Louis XVI est conduit à la guillotine et fait preuve d'un calme et d'une dignité qui impressionnent toute l'assistance. Jugé pour trahison, celui que l'on appelle plus désormais avec un certain mépris que Louis Capet s'apprête à subir son supplice, le sort tragique que lui a réservé la République. Il s'adresse à l'assistance, proclame son innocence et prie pour que son sang ne retombe jamais sur la France, puis le couperet tombe, la monarchie est décapitée et la personne sacrée du roi profanée. Bon, moi j'ajouterais qu'on a littéralement coupé la tête de la France à ce moment-là, mais bon, ça c'est une autre histoire et puis on aura l'occasion d'y revenir. Mais justement, comment en est-on arrivé là? Eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec un retour sur les derniers jours dignes et terribles de Louis XVI, le martyr de la Révolution. Alors déjà, avant de commencer, je vous vois venir. Oui, commencez pas, je suis bonapartiste, enfin je dirais plutôt napoléonien. Et oui, c'est paradoxalement la révolution qui permet Napoléon. Est-ce que pour autant je dois applaudir la décapitation du roi? Je ne crois pas. Napoléon lui-même avait une extrême lucidité sur sa propre situation, sur son trône qu'il devait à Rousseau, à la Révolution, alors qu'il méprisait ce que ça a engendré. C'est tout un débat. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a quelques années. Vous me retrouverez sur YouTube sous le nom Christopher Lane. Si vous voulez en savoir plus et éclaircir tout ça, je le fais dans cette vidéo. Parce que là, on est en 1793, rien de tout ça n'est encore arrivé. Et donc, à l'instant T, entre la République d'un côté et la monarchie de l'autre, je peux vous dire que ma position est toute trouvée. Allez, c'est parti, attaquons le sujet. Attaquons bien avant, puisque je dirais que les problèmes de Louis XVI commencent dès la convocation des États généraux, bien sûr, mais là aussi, ça n'est qu'une conséquence d'une situation qui était déjà explosive dans le royaume. Vous le voyez sur ce graphique là, je ne sais pas si on voit très bien, voilà, vous voyez que sur la fin, ça commence sérieusement à péter un peu partout. Bon là, je vous cite la source, c'est ce livre qui est excellent, je vous le recommande. Mais voilà, je ne veux pas non plus disculper la République, mais la situation était très tendue à ce moment-là, ce qui a conduit le roi à convoquer les États généraux. Donc je ne vais évidemment pas vous refaire toute la chronologie de la Révolution, mais une grande partie des problèmes qu'a rencontré Louis XVI, il n'y est pour rien, et pour l'autre grosse partie de ses problèmes, pour le coup, il ne les doit qu'à ses propres faiblesses. On peut dire aussi à sa propre bonté, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, trop de bonté génère de la faiblesse. Et ça a été le cas pour Louis XVI, qui n'a pas su prendre les choses en main avec suffisamment de poigne, d'autorité. Et à la fin on la connaît, eh bien elle était inévitable. En juin 1792, ne se sentant plus en sécurité à Paris, voyant que ses vétos, ses décisions, notamment sur les prêtres réfractaires, étaient foulés aux pieds, il décide de s'enfuir, c'est la fameuse fuite à Varennes. Il est rattrapé, ramené à Paris et la monarchie est alors littéralement mise sous tutelle, il n'est plus qu'un pantin. Puis, dans le contexte de la guerre avec l'Autriche, les menaces du duc de Brunswick de mettre Paris à feu et à sang, la capitale s'embrase. Le 10 août 1792, soulevé et excité par les sans-culottes, la foule attaque les Tuileries et massacre les gardes suisses. Bonaparte, pour en revenir à lui, assiste à la scène. Il sauve la vie d'un garde suisse d'ailleurs à cette occasion et il reprochera plus tard fermement au roi, un roi qu'il disait impuissant, il lui reprochera son manque d'autorité. Il aurait préféré qu'on, je cite Bonaparte, qu'on tire au canon pour dissiper cette canaille. Là, on voit bien toute la différence de tempérament entre les deux hommes. Louis XVI et sa famille se rendent donc à l'Assemblée et se mettent sous la protection de l'Assemblée. Évidemment, celle-ci, qui était aussi menacée par les sans-culottes, est très embarrassée par sa présence. Elle ne veut pas de ce roi encombrant et se déclare neutre, puis progressivement va finir par le faire enfermer avec sa famille à la prison du Temple. Le 20 septembre, la Convention remplace l'Assemblée et le lendemain, 21 septembre, la monarchie est abolie officiellement. Maintenant, une question demeure, que faire de Louis XVI? Car pour l'instant, le roi est toujours incarcéré dans cette froide prison du Temple et on ne sait pas trop quoi en faire. Certains se satisfont de cette détention, d'autres estiment qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes, non seulement avec la monarchie, mais aussi avec la personne du roi. Alors on débat à la Convention et certains grands orateurs se distinguent plus que d'autres. Danton, par exemple, pense que Louis XVI reste un point de ralliement pour les royalistes et surtout
pour les puissances étrangères. Ainsi, il s'exclame « Jetons-leur en défi une tête de roi ». Saint-Just, quant à lui, déclare « On ne peut régner innocemment, tout roi est un rebelle et un usurpateur. Cet homme doit régner ou mourir ». Et Robespierre ajoute « Je prononce à regret cette fatale vérité, mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. » Dès le début, on ne le disait pas encore très officiellement, mais son sort était déjà plié. Le 16 octobre, le député Bourbotte réclame la mise en accusation du roi. Et le 20 novembre, quelque chose va faire définitivement tout basculer, la découverte de l'armoire de fer aux Tuileries. Dans cette armoire et ensuite dans différentes caches, on découvre la correspondance secrète du roi avec Mirabeau par exemple, mais aussi avec l'Autriche, avec le duc de Brunswick. À partir de cet instant, le procès devient une évidence. Le 10 décembre, donc 1792 toujours, un rapport énonce 33 chefs d'accusation contre celui qu'on appelle désormais Louis Capet, non sans un certain mépris. Parmi ces chefs d'accusation, on reproche au roi d'avoir tenté de dissoudre l'Assemblée, tenté de corrompre certains députés, avoir fui à Varennes, avoir joué double jeu, avoir usé de son veto, ce qui est un comble parce qu'il en avait constitutionnellement le droit, mais aussi, surtout, d'avoir fait couler le sang aux Tuileries le 10 août. Cette dernière accusation est celle contre laquelle le roi va se défendre le plus vigoureusement au cours de son procès qui se tient du 10 au 26 décembre 1792. Lorsqu'on lui lit ce dernier chef d'accusation, le roi s'emporte avec émotion. « Non, monsieur, ce n'est pas moi. Je me défendrai jusqu'à la fin. Ce n'est pas moi. » Malgré son plaidoyer de défense un peu timide, à partir du 15 janvier, la Convention, qui s'est arrogé le droit de juger seul Louis XVI, va soumettre au fil des jours 4 questions aux députés. La première est, je cite, « Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la sûreté générale de l'État, oui ou non ?» Et les députés répondront oui avec une majorité de 642 voix sur 718. Vous le voyez sur les différents graphiques que je vais vous afficher. La deuxième question, sûrement la plus sournoise, je cite, « Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple, oui ou non ?» Et c'est un non avec 423 voix sur 721. C'est pratique quand on sait que le peuple n'aurait très certainement pas voté la mort du roi. La troisième question concerne la peine à appliquer. Je cite, « Quelle peine sera infligée à Louis ?» Ce à quoi les députés répondent « La mort » avec 366 voix, soit une voix de majorité. C'est pour ça qu'on a accusé Philippe Égalité, le propre cousin du roi, d'avoir voté contre Louis XVI et donc d'être le responsable de sa mort. Bon, c'est un peu à nuancer et à relativiser ce vote aussi parce qu'il y a eu ensuite un amendement qui va rajouter 26 voix qui vont décider de la mort du roi, mais en différé. Enfin bref, c'est très technique, mais c'est à relativiser cette question de une voix de majorité. Et enfin, dernière question, y aura-t-il un sursis à l'exécution du jugement de Louis Capet, oui ou non? Ce à quoi les députés répondent non avec une majorité de 390 voix. La séance est levée, le roi doit mourir. Quand l'avocat de Louis XVI vient lui annoncer la terrible nouvelle dans sa cellule, au Temple, il a les larmes aux yeux, ce qui tranche littéralement avec le calme magistral avec lequel le roi accepte la sentence. Un témoignage magnifique, c'est celui d'Hébert, qui pourtant était un farouche opposant du roi, qui l'insultait, le méprisait dans son journal. Eh bien, en assistant à cette scène, Hébert nous dit, je cite, « Il écouta avec un sang-froid rare la lecture du jugement. Il eut tant d'onction, de dignité, de noblesse, de grandeur dans son maintien et ses paroles, que je ne pus y tenir. Des pleurs de rage vinrent mouiller mes paupières. Il avait dans ses regards, dans ses manières, quelque chose de visiblement surnaturel à l'homme. Je me retirai, voulant retenir mes larmes qui coulaient malgré moi et bien résolu de finir là mon ministère. » Eh oui mon pote, t'as bien dit le mot surnaturel, c'est quelque chose que tes amis gueusards crasseux ne pourront jamais comprendre. Dommage. Mais là, je m'emporte, je vous le dis clairement, je m'emballe. Allez, un peu de neutralité dans cet épisode, quand même, visiblement. Malgré la requête de Louis XVI qui voulait repousser l'exécution à 3 jours, elle aura bien lieu dès le lendemain. Dès lors, il fait ses adieux à sa famille, à son fils, le dauphin, qui subira un sort encore plus dégueulasse de la part de la République. J'ai fait un épisode sur le sujet.
et Louis XVI s'entretient avec l'abbé de Firmont. Il fait son testament, il se confesse, il prépare son passage dans l'au-delà, le cœur pur et l'âme tranquille. Le lendemain matin, 21 janvier 1793, il participe à une dernière messe, puis Santerre vient le chercher dans sa cellule. À Paris, il fait froid et gris, la capitale est couverte par un brouillard et semble suspendue dans le temps. 80 000 hommes sont déployés dans Paris pour veiller à la sûreté du convoi et à ce que l'exécution se déroule dans les règles. Il faut dire qu'on craint une attaque des royalistes et des milliers de Parisiens se pressent sur la route dans un silence de mort. Par crainte d'un retournement, on avait interdit à quiconque de crier grâce sous peine de prison et les femmes, jugées trop émotives, avaient interdiction de sortir de chez elles. Ça, c'est quand même cocasse. On a évité au roi l'ultime humiliation de la charrette des condamnés. C'est donc une voiture qui le ramène jusqu'à la place de la Révolution. Lorsqu'il descend du carrosse, on lui fait ôter sa redingote, son foulard, on lui coupe les cheveux et on défait son col. Le roi monte à l'échafaud avec dignité et sans peur. Puis, dans un dernier élan, il s'adresse à la foule en ces mots : « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Parole prémonitoire, puisque c'est précisément ce qui va se passer, puisque ça marque le début de la terreur. Mais le roi n'a pas le temps de finir son plaidoyer, on l'en empêche. Santerre lève le bras et fait battre les tambours pour couvrir sa plaidoirie. À 10h22, le bourreau Samson fait tomber le couperet, puis son assistant présente la tête tranchée à la foule. Le roi est mort. On emmène son corps au cimetière de la Madeleine et on jette ce corps dans une fosse creusée plus profondément que d'habitude et remplie de chaux vive, histoire que le corps disparaisse le plus vite possible. Ainsi fut la fin tragique en martyr de Louis XVI. Je l'ai dit au début, pour moi, c'est la France que la République vient de guillotiner ce jour-là. Tout napoléonien que je suis, c'est une véritable tragédie. En revanche, là où il y aurait un peu à relativiser, j'ai envie de dire deux choses. Premièrement, c'est l'aboutissement logique de la Révolution, donc il n'y a aucune surprise là-dedans. Comme l'a dit ce dégénéré de Saint-Just, un roi doit régner ou mourir. Et là, ils sont allés tout simplement au bout de leur logique. Et deuxièmement, j'en ai parlé aussi, tout ceci n'excuse en rien la faiblesse bien réelle de Louis XVI. Il a favorisé les Lumières, il a favorisé la République américaine, il a creusé sa propre tombe d'une certaine manière. Et quand tout a commencé à s'embraser, eh bien, il s'est montré fragile, s'en remettant aux États généraux, puis se laissant progressivement dévoré par le monstre qu'il avait créé. Donc je ne suis pas en train de mettre la faute sur Louis XVI, toute la faute sur Louis XVI, loin de là, il ne méritait clairement pas ça, ni en train de dire que la Révolution, la République est la seule et unique responsable de tout ça. Je dis juste ce qui est, le réel est toujours plus nuancé. Louis XVI a contribué d'une certaine manière à sa propre perte, aussi tragique soit-elle, et la République, aussi haïssable soit-elle, n'a fait que s'engouffrer dans la brèche et aller au bout de sa logique, c'est-à-dire le régicide. Quoi qu'il en soit, en attendant quelques années plus tard de crier à plein poumon « Vive l'empereur !», eh bien en ce 21 janvier 1793, je le crie bien volontiers et sans aucun problème, vive Louis XVI, vive le roi.